C'est une terre où la guerre ne s'est jamais arrêtée. Les haut-parleurs, au nord, sonnent le réveil, chaque matin à 6 heures précises, avec la même mélodie tirée d'un opéra révolutionnaire. L'histoire d'une jeune infirmière sur le front pendant la guerre, qui cherche son général, qui l'implore de lui montrer le chemin. Une terre en guerre contre la frontière qui la divise. J'ai toujours été le premier de la classe. J'étais apprécié de tous les enseignants. Même à l'école, il y avait une hiérarchie entre les élèves avec, au sommet, le délégué de classe et le responsable politique. J'ai occupé ces deux postes pendant mes études. C'est comme ça que j'ai appris à donner des ordres et à gérer les gens. À la frontière entre les deux Corées, coupées l'une de l'autre par la guerre froide, le temps s'est arrêté. Faute d'un accord de paix, le conflit est suspendu depuis 65 ans. 6 décennies pendant lesquelles la Corée du Nord a mis au point clandestinement une arme dont seules les grandes puissances pensaient avoir le secret, l'arme nucléaire. Alors que Donald Trump, qui rêvait de désarmer Kim Jong-un en lui offrant une rencontre historique, vient d'y renoncer, que les deux ennemis reparlent de guerre, comment ce pays, au banc des nations, parmi les plus pauvres de la planète, a-t-il pu se doter d'un tel arsenal? Seuls ceux qui ont fait partie du système en connaissent les secrets. Plusieurs années d'enquête ont été nécessaires pour trouver leurs traces. Ceux qui témoignent ont voulu nous raconter une tragédie en cours de celles et ceux voués à ramener à tout prix de l'argent dans le pays. Celle des hommes du dictateur. Séoul, à moins de 50 km de la frontière avec la Corée du Nord. La capitale sud-coréenne est devenue en 20 ans la 4e ville la plus riche au monde, après Tokyo, New York et Los Angeles. C'est là que se termine souvent la cavale de ceux qui fuient la Corée du Nord. Ce jeune haut fonctionnaire nord-coréen est arrivé à Séoul après un périple de milliers de kilomètres à travers la Chine. Il vit ici depuis 2 ans sous une nouvelle identité, celle de Michael Kim. Il a 28 ans. Il travaille à mi-temps comme surveillant dans un musée de la capitale. C'est une exposition organisée par la mairie de Séoul d'un appartement témoin de la Corée du Nord, afin de montrer comment les habitants de Pyongyang vivent actuellement. Je suis ici pour aider à la compréhension, en tant que personne qui y a réellement habité. J'ai commencé ma carrière au service de protection et de sûreté de l'État. C'est la CIA de la Corée du Nord. Je travaillais au service financier et j'ai attiré l'attention. Mes compétences ont été reconnues. C'est comme ça que j'ai été recruté au bureau 39. C'était exceptionnel. J'étais le plus jeune. J'y suis rentré à l'âge de 25 ans. Le bureau 39 s'occupe de l'administration et de la gestion de toutes les activités économiques de plusieurs milliers de sociétés et d'usines créées pour faire gagner de l'argent au régime
en dehors des frontières. Le bureau 39 rapporte à lui seul la moitié du produit intérieur brut de la Corée du Nord. Michael a tout quitté, du jour au lendemain, sans prévenir sa famille. Il en savait trop pour pouvoir continuer à croire au régime. Il a pris la décision de nous rencontrer 3 semaines auparavant. Il espère, en témoignant un visage découvert, devenir trop visible pour pouvoir être liquidé dans l'ombre. Les témoignages d'hommes et de femmes ayant eu un rôle au sein de ce bureau 39, gardien de tous les secrets des finances de la Corée du Nord, sont extrêmement rares, car les défections sont rares. S'enfuir, c'est se mettre, mais aussi mettre sa famille, restée en Corée du Nord, en danger. Lee Mil, lui, était tout au bas de l'échelle. Un pion envoyé à l'autre bout du monde pour construire des immeubles dans le désert au Koweït. Pour moi, la question n'était pas de savoir si j'en avais envie ou pas. Le temps pressait. On espérait vite partir et avoir de quoi manger. Notre dirigeant, Kim Il-sung, est mort en juillet 94 et dès l'année d'après, à partir de mai 95, l'État n'a plus pu distribuer de rations aux citoyens ordinaires. Les gens ont commencé à paniquer. Et c'était la première fois que les rations de nourriture étaient coupées. Moi, j'avais une fille de 2 ans là-bas. Pour pouvoir partir, il faut être marié. Il faut aussi avoir un enfant. Et si vous n'avez pas d'enfant, on ne vous laisse pas partir. Je me suis dit, avec le salaire qu'on nous propose de $120 par mois, si je peux envoyer ça à Pyongyang, une famille de 4 ou 5 peut se nourrir pendant au moins 6 mois. Au bout de 2 mois sans salaire, on a demandé pourquoi on ne gagnait rien. Et on nous a répondu, nous n'avons pas reçu d'instruction du parti nous disant de vous donner votre salaire. Le parti en Corée du Nord, c'est Kim Jong-il, notre général en chef. Cette réponse nous condamnait au silence. Les centaines d'ouvriers ne pouvaient pas dire quoi que ce soit. Alors on a continué à travailler, même de nuit, à la lumière de nos lampes torches, en luttant contre le sommeil, travailler en prenant notre mal en patience. J'ai travaillé 5 mois comme ça, sans recevoir de salaire. Je me suis senti trahi. L'idée d'envoyer des travailleurs à l'étranger remonte à 1974. C'est le début d'un gigantesque réseau d'entreprises et de montages financiers clandestins mis en place dans un seul but, faire gagner de l'argent au bureau 39. Il est né lui aussi de l'autre côté à Pyongyang. Envoyé à Singapour au début des années 2000 comme représentant de la banque nord-coréenne Northeast Asia Bank, Kim Kwang-jin a fait gagner des dizaines de millions de dollars à la Corée du Nord. En 2003, soupçonné par Pyongyang de divulguer des informations sur les finances du régime, il se réfugie à Séoul, emportant avec lui les secrets des caisses clandestines de la dictature. L'ex-banquier gagne aujourd'hui sa vie en travaillant pour les services secrets sud-coréens. Il les aide à contrer ce régime, auquel il avait dû jurer loyauté éternelle. Notre mission principale est de rapporter des devises étrangères. Et cet argent gagné à l'étranger est secret, complètement secret. Le bureau 39 a été créé par Kim Jong-il. Voilà comment le système fonctionne. Toutes les sociétés nord-coréennes qui génèrent des devises étrangères sont obligées de le déclarer au Kim. Et ensuite, ils sont tenus de reverser l'intégralité de la somme en liquide. La famille Kim, Kim Jong-un aujourd'hui, et avant ça Kim Jong-il, récupère tout cet argent et ensuite le dépense en fonction de ses propres priorités. Il y a donc en réalité 2 économies, celle de la famille Kim et l'économie nationale, dirigée par le gouvernement central. L'économie aux mains de la famille Kim, je l'ai appelée le fonds de la cour royale. Il possède toutes les meilleures entreprises, celles qui génèrent le plus de profits, les meilleurs hôtels, les meilleurs magasins, ainsi que les restaurants, tout ce qui génère des devises étrangères. Tout ça, ça revient directement à Kim Jong-il et maintenant à Kim Jong-un. C'est une économie séparée.
L'argent que vous rapportez ne sera jamais injecté dans l'économie nationale. Non. La Banque centrale, le ministère des Finances et la Banque commerciale n'ont à aucun moment le droit de mettre leur nez dans nos affaires. Jamais. Ils ne peuvent pas poser la moindre question. Kim récupère tout et redistribue. Disons que ça rapporte $1 milliard par an. Il reçoit tout ça en liquide et il l'utilise. En ce moment, le programme nucléaire et balistique consomme beaucoup d'argent. C'est de là que ça vient, du porte-monnaie de Kim Jong-un. On a différentes sortes de travailleurs. Au maximum, je pense qu'on en a 150 000. Je dirais 50 000 en Russie, un peu plus en Chine, et les autres sont disséminés dans le monde. Et ces 150 000 personnes font gagner beaucoup d'argent. 70 à 80% de leur salaire est confisqué par le régime. Disons que chacun d'eux rapporte $100 par mois. Ça fait un total de 15 millions. 15 millions de dollars par mois. Mais ils ne gagnent pas que $100 par mois. Ils gagnent plus. Plusieurs centaines de dollars, minimum. Donc beaucoup d'argent revient comme ça à Kim Jong-un. La taille du fonds secret des Kim, qui est aujourd'hui le fonds de Kim Jong-un, a augmenté de façon spectaculaire ces 20 dernières années. Il peut donc acheter plus de choses et continuer son programme nucléaire et balistique. Ça se fait surtout avec des pays avec lesquels on partage une certaine compréhension, comme les pays de l'Europe de l'Est, les pays d'Asie du Sud-Est, l'Afrique. On a des travailleurs partout. En Pologne, en Ukraine, en Ouzbékistan, en Mongolie. Les marteaux-piqueurs résonnent aux portes de la steppe. Les yourtes viennent s'agglutiner aux immeubles. Chaque jour, le béton de la capitale mongole, Oulan-Bator, gagne un peu plus de terrain. Communiste pendant 70 ans, la Mongolie a gardé de cette époque ses monuments à la gloire du bloc soviétique, mais elle a rejoint le camp capitaliste à la chute de l'URSS. Elle connaît depuis un exode rural massif. Oulan-Bator doit construire d'urgence des logements, mais ce peuple de nomades manque de main-d'œuvre. La Mongolie doit donc faire appel à des renforts notamment chinois, vietnamiens et nord-coréens. Sur chaque chantier, le travail est réparti de la même manière. Les ouvriers mongols sont chargés des travaux en extérieur. Les Nord-Coréens, plus qualifiés, s'occupent eux des finitions à l'intérieur. Les ouvriers envoyés par Pyongyang vivent sous surveillance de jour comme de nuit. Pour tenter de les approcher plus discrètement, notre traducteur va y aller seul. La Corée du Nord veut empêcher à tout prix que ces travailleurs entrent en contact avec le monde extérieur et découvrent une autre réalité que celle de la propagande dans laquelle ils vivent depuis toujours. Ils n'ont que très rarement l'autorisation de sortir, toujours en groupe pour se surveiller les uns les autres. Mais nous allons repérer dans les allées du marché d'Oulan-Bator un ouvrier nord-coréen qui semble seul. 좀 얘기 좀 해도 되죠? 같이 이렇게 신발 보면서. 예. 괜찮죠? 그럼 뭐 언제 왔어요? 몽골에? 3년 됐어요. 3년? 오래됐네요. 그럼 언제 집에?
이제 2차 가요? 한 달이면 가요? 와, 그럼 돈 많이 벌겠네. 에이, 돈 없어요. 왜? 돈 안 줬어요? 많이 못 받았어요. 많이 못 받았다고요? 일하고도 못 받았어요. 그럼 나쁜 놈들이네. 나쁜 놈들 많아요. 그래요? 네. 저 한국에 가족도 있어요? 저 자식들 몇 명? 난 자식은 한 사람, 이거 처가 지금 임신한 상태에서 나왔어요. 자식도 못 봤어요. 그럼 지금 한 3살? 3살 됐죠. 남자 여자? 남자라고 편지 왔어요. 가서 자식당 봐야 돼요. Les contrats des travailleurs durent en général 3 ans, pendant lesquels ils n'ont pas la possibilité de rentrer chez eux. Peu profitent d'être à l'étranger pour s'échapper, parce que leur famille est en Corée du Nord. Ils savent que sinon ils ne la reverront jamais. La Mongolie cautionne-t-elle la présence de ces travailleurs sur son sol? Personne, ni au sein de l'administration, ni des entreprises employant des Nord-Coréens, n'a accepté de nous rencontrer. Mais il serait 1200 dans le pays en toute légalité, invités par le gouvernement mongol. Les entreprises versent les salaires des travailleurs directement à l'ambassade nord-coréenne à Ulaanbaatar. C'est là que près de la totalité de l'argent qu'ils gagnent est confisqué par le régime. Le reste, au mieux quelques dizaines d'euros par mois, revient aux travailleurs qui envoient cette somme en Corée du Nord pour aider leur famille. Les travailleurs des chantiers de construction ne sont pas la seule manne du régime. Des bûcherons sont envoyés dans les forêts de Sibérie, des agriculteurs dans des fermes. La dictature exporte même ses médecins. C'est le plus lucratif. La Corée du Nord envoie à l'étranger des acupuncteurs et des chiropracteurs qui ouvrent des cliniques dont les revenus sont récupérés par le régime. Il en existe 3 à Ulaanbaatar. I would like to interview North Korean workers. No. Can we speak with you? You're North Korean? No. Are you guys North Korean or? Korean. North Korea. Yes? Yes. Can we ask you a question? We want to know why you guys are in Mongolia, what do you do here, for how long you've been here? Yuka. Чингээс ямар нэг юм ил эмчнэр бол тийм ярих хэрэг байхгүй юу? Ардсан солонгосын эмчнэр учраас тийм ярихгүй. La Corée du Nord gagnerait chaque année 450 millions d'euros grâce au salaire de ses travailleurs, envoyés dans le secret hors des frontières. Esclaves d'un système bien rodé, dans lequel chacun ne joue qu'un petit rôle. Elles doivent sourire, chanter et danser pour aider leur pays. Il existe 130 restaurants nord-coréens dans le monde, 3 à Ulaanbaatar. Le modèle est à chaque fois le même. Les serveuses vivent et dorment dans le restaurant, sous surveillance permanente, avec l'interdiction de sortir. Les jeunes femmes sont aussi vendeuses, d'alcool, de cigarettes, d'artisanat. Toutes les recettes termineront dans la caisse secrète du régime. 이거 얼마예요? 850달러. 850. Chaque soir, elles dansent devant les clients pour s'acquitter de leur mission. Rendre les spectateurs heureux, les pousser à consommer, à vider leur portefeuille. Ce financement secret, il ne doit pas en exister de traces écrites. Les documents pouvant servir de preuve, les reçus, les transactions bancaires, sont systématiquement détruits sur ordre des Kim. Pour cacher son existence à la communauté internationale,
mais surtout aux travailleurs et au peuple nord-coréen qui vit à la dure. Pour qu'ils ne se rendent pas compte des millions que la famille Kim se fait sur leur dos. Moi aussi, j'ai été ouvrier. Ça m'est arrivé de travailler pendant 6-8 mois sans rien recevoir. J'avais tellement trimé, je me suis dit qu'il fallait que je me serve à mon tour. Cet homme a vécu des années en Sibérie. Avant de s'enfuir, il était arrivé au poste de manager. Il a accepté de briser le silence dans lequel il s'était muré depuis des années de honte, dans l'espoir que son témoignage puisse aider ses anciens compagnons de labeur, toujours prisonniers du système. Les personnes qui sont au-dessus des travailleurs piquent énormément dans leur salaire. Disons que nos chefs décrochent un contrat de 10 millions. On nous dit qu'il est de 7 millions à nous les managers. Et nous, on va aller dire au contremaître qu'on l'a eu à 5 millions, en baissant encore. Même en ayant fait ça, on arrive à verser la part qu'on doit envoyer au régime. L'autre combine, c'est que s'il a été négocié que 50 personnes fassent le travail, on s'arrange pour ne faire travailler que 20 personnes et on fait travailler le reste ailleurs. C'est comme ça qu'on peut garder pour nous une énorme somme d'argent. Les bons mois, vous réussissez à gagner combien? Quelque chose comme 20 000 $? En un mois? Oui. Savez-vous combien le bureau 39 gagne par an et quelle part va au développement des missiles? Personne ne connaît précisément la réponse à cette question. Et puis c'est le plus grand des secrets. Ceux qui travaillent au bureau 39, qu'il s'agisse du montant de la production des travailleurs du bureau, du coût de la main-d'œuvre, ou de quelque chiffre que ce soit, ils ne peuvent rien dire. S'ils en parlent... La détermination du régime à avoir à tout prix la bombe atomique remonte à 1953 pendant la guerre de Corée, parce que l'Amérique avait à l'époque brandi la menace nucléaire pour anéantir la Corée du Nord. Depuis son arrivée au pouvoir en 2011, Kim Jong-un a procédé à plus de 85 tirs de missiles et 4 essais nucléaires, 2 fois plus que son père et son grand-père réunis. À chaque essai, c'est vers la mer du Japon et l'océan Pacifique qui les sépare des États-Unis qu'il pointe ses missiles pour mettre la Californie à portée de tête nucléaire, pour que la peur change de camp, pour que jamais plus l'Amérique n'ose les attaquer. Siegfried Ecker est professeur à l'université de Stanford. Ce physicien nucléaire américain est l'un des seuls à être entré dans le complexe nucléaire de Yongbyon, qui emploie plus de 2000 travailleurs à 100 km au nord de Pyongyang. Il s'est rendu à 7 reprises en Corée du Nord, invité par le régime qui voulait que sa menace soit prise au sérieux. Je suis allé pour la première fois en Corée du Nord en 2004. Les Nord-Coréens avaient décidé de nous montrer leurs installations nucléaires de Yongbyon, et voilà ce qu'on a vu. Ensuite, nous sommes allés dans une salle de réunion avec le directeur Ri Yong-sop et il nous a dit « Est-ce que vous voudriez voir notre produit ?» J'ai dit « Vous voulez dire le plutonium ?» Et il a dit « Eh bien, oui !» Il est allé faire un signe dans le couloir, il s'y était très clairement préparé et ils sont entrés avec une boîte métallique rouge d'à peu près cette taille. Ils l'ont ouverte, ça ressemblait à du plutonium, mais je n'avais aucun instrument de mesure avec moi. Je n'avais que mes yeux et mes mains. Quand vous tenez du plutonium dans vos mains, c'est très dense, presque 2 fois la densité du plomb. Donc ça devait être lourd et deuxièmement, le plutonium est radioactif. Donc il doit être chaud. J'ai pris le plutonium dans ma main. Il était à la fois lourd et légèrement chaud. On n'est sûr de rien, mais disons qu'à l'heure qu'il est, ils ont probablement de quoi faire entre 25 et 30 bombes. Et puis il se trouve que la Corée du Nord a assez d'uranium dans son sol pour fabriquer autant de bombes qu'ils le souhaitent. Ils n'ont pas à se le procurer ailleurs. Et le sort a voulu que la Corée du Sud n'ait pas d'uranium. Tout est au nord. Le 29 novembre 2017, la Corée du Nord prend tout le monde de court, testant son premier missile capable d'atteindre les côtes américaines. Kim Jong-un annonce à son peuple posséder désormais une force nucléaire d'État. Dans le même temps, une course contre la montre est engagée de New York, du siège des Nations Unies. D'une cellule composée de 8 hommes, de 8 nationalités différentes
experts en technologie des missiles, en finance ou encore en transport aérien et maritime. Certains viennent du civil, d'autres des services de renseignement. Ils travaillent dans l'ombre avec pour mission d'assécher le fonds secret des Kim pour stopper le programme nucléaire nord-coréen. Pour leur sécurité, il n'existe pas de photos de ce panel d'experts. Seul Hugh Griffiths, qui le dirige depuis 2014, a accepté que nous montrions son visage. Les débris de l'une de leurs fusées, qui utilisent la même technologie que leurs missiles balistiques, ont été récupérés par la marine sud-coréenne qui avait des bateaux assez proches pour repêcher l'engin juste après qu'il s'est abîmé en mer. Et ils ont invité le panel d'experts pour examiner ces débris. Lors de l'inspection, on note les numéros de série, on prend des photos, et dans de nombreux cas, on est capable de retracer l'origine de ces composants, comment, où et à qui ils ont été achetés. Voilà la fusée, et voilà ce qu'il en reste. Ça, c'est un des propulseurs. Vous voyez, ils sont assemblés ici tout autour. Il faut que vous cachiez les numéros de série. Nos enquêtes prouvent qu'un certain pourcentage de pièces utilisées dans leurs fusées et leurs missiles ont été achetées à l'étranger. Les composants vont d'abord être exportés vers d'autres pays en Asie, des centres d'affaires comme Singapour, Hong Kong, de façon à ce que pour une entreprise multinationale basée, disons, en Europe, qui vend ses pièces, tout semble en règle. Il n'y a aucune trace de la Corée du Nord sur leurs documents officiels. Le panel d'experts ne se contente pas d'enquêter. Ils disposent d'une arme économique. Ce sont eux qui imaginent des sanctions chaque fois plus sévères pour isoler la Corée du Nord et la couper de ses revenus clandestins. Sur ces recommandations, l'ONU en est à son 9e train de sanctions, dans l'espoir qu'acculées, elles viennent s'asseoir à la table des négociations. Si on considère ce que la Corée du Nord peut exporter aujourd'hui, ils ne vont plus très longtemps se faire de l'argent sur notre dos. Tout est désormais sous le coup de sanctions. Nous attendions l'autorisation officielle de nous rendre en Corée du Nord depuis 5 mois. Elle va arriver fin mars avec le réchauffement des températures. Les diplomates nord-coréens ne voulaient pas que nous filmions en hiver, de peur que des coupures de courant n'émaillent le voyage. Nous avons obtenu la permission d'entrer en Corée du Nord en train, depuis la Chine et la ville frontalière de Dandong. Nous entrons dans ce pays hors du temps, hors du monde, depuis 1953. Pas une parcelle de terre n'est laissée à l'abandon. Tout l'espace est utilisé pour nourrir la nation. Le train nous laisse entreapercevoir pendant 7 heures des campagnes où restent rois, la faucille et la force des bras. La région que nous traversons concentre la plupart des installations nucléaires. Les rails passent à proximité de 3 mines d'uranium, de plusieurs complexes souterrains et du centre de recherche nucléaire de Yongbyon, construit avec l'aide de l'URSS dès 1965, le cœur du programme. Notre escorte nous attend à Pyongyang, la capitale. Nous entrons dans un monde dévolu aux privilégiés du régime. Ces rues, ces avenues, sont réservées à 3 millions d'habitants. 10% de la population choisie parmi les plus fidèles. Il faut un laissez-passer pour entrer dans la ville. La mission des 2 guides qui nous encadrent du matin au soir est de nous montrer qu'en dépit des sanctions des Nations Unies, Pyongyang n'est plus la capitale figée d'un pays à l'économie moribonde dont la population souffre. Et ce grâce aux nouveaux héros de la nation, les scientifiques. Cet architecte a étudié 8 ans en France. Il a passé 1 an en Franche-Comté où il a appris le français avant de poursuivre ses études à l'École nationale d'architecture de Paris-Belleville.
Il est rentré en Corée du Nord en 2010 et est aujourd'hui l'un des meilleurs architectes de la capitale, chargé de construire des gratte-ciel pour cette nouvelle élite. Ici, ça a été construit au moins de 8 mois, même pas un an. Et voilà, c'était une période très difficile économiquement pour les Coréens, mais voilà, ils ont construit complètement. On veut montrer qu'on peut vivre et on peut se développer et on peut tout faire nous-mêmes. Voilà, donc c'est très important le développement de science. En fait, la science, c'est vraiment le domaine le plus important pour le développement nous-mêmes, en fait. Ici, les habitants, ils ont tous des gens qui s'occupent dans un métier, en fait, sciences et technologie, et les enseignants, tout ça. 아유. 아이고. 몇 살입니까? 6살입니다. Voilà, vous voyez ces images. Ça résume tout en fait. C'est notre chef leader qui attribue directement. Comme ça. C'est un grand. Enfin, c'est considéré comme une grande gloire pour les Coréens, ce genre de moment. Quand on a emménagé ici, j'étais tellement heureuse que je n'arrêtais pas de pleurer en pensant à son amour. Le maréchal porte beaucoup d'attention aux scientifiques et il lui rend en travaillant dur. Cela fait 30 ans que mon mari est scientifique. 30 ans! Son mari enseigne la mécanique des fluides à l'université Kim-Cheok, l'école polytechnique nord-coréenne. L'appartement qui leur a été alloué fait 200 mètres carrés. Les meubles sont aussi offerts par le régime. Tous, à Pyongyang, ne sont pas logés dans ces tours modernes. Mais cette famille n'est pas non plus une exception. Kim Jong-un inaugure un nouveau quartier par an depuis qu'il dirige le pays. Une 50aine de nouveaux immeubles, tous sortis de terre en quelques mois, et offerts aux scientifiques et à diverses familles méritantes aux yeux du régime. L'une de ces tours abrite l'un des bureaux d'études des architectes de Kim Jong-un. 이런 소감이 이래도? 네, 수고합니다. Il y a de plus en plus de projets à faire. Il y a tellement de projets. Il manque toujours des architectes ici. Donc même ici, c'est un grand, énorme chantier, on peut dire. Toutes les personnes, ils ont 2 ou 3 projets au moins. Et ils travaillent énormément. Mais ça ne suffit pas, en fait. On passe l'année blanche. Et avec la situation internationale à l'heure actuelle et les sanctions, ça ralentit les chantiers? Non, pas du tout. Tu vois pas du tout ce qui est influencé dans le domaine de la construction. En fait, quand j'étais en Europe, je vois beaucoup de chantiers qui s'arrêtent immédiatement, juste après la crise. Mais ici, moi, je vois pas du tout. Enfin, les chantiers continuent, même il y a de plus en plus de projets à faire. On a peur de rien. On avance quand même. Comment la Corée du Nord finance-t-elle ces nouvelles constructions? Est-elle hermétique aux sanctions? Dans les rues, les tenues monochromes du socialisme ont pris des couleurs en 3 ans. L'ambiance est presque décontractée. Le régime tient toujours sa population d'une main de fer. Le moindre geste, la moindre parole critique peut mener dans l'un des multiples camps de prisonniers politiques que compte toujours le pays. Mais une nouvelle orientation se dessine depuis que Kim Jong-un est au pouvoir. Il a donné ordre de développer l'économie à la même vitesse que le nucléaire. Qui a coupé tout ça? Regarde pour couper là. Là en bas, il faut couper droit. Regarde, ce n'est pas droit. Nous avons construit nous-mêmes nos équipements.
Et grâce à ces machines de production coréennes, nous avons pu automatiser certaines lignes d'assemblage et réduire la consommation d'électricité pour augmenter jusqu'à doubler notre capacité de production. Les scientifiques de l'Académie des sciences et les chercheurs de l'université Kim Il-sung, tous ont coopéré pour fabriquer nos équipements. D'où viennent les matériaux pour fabriquer les chaussures? Aujourd'hui, à cause des manœuvres de nos ennemis, nous n'avons pas de matériaux d'importation. Nous créons donc nos matériaux nous-mêmes, en étudiant chaque composant à notre disposition pour produire nos chaussures. La clé de l'embellie économique tiendrait en deux mots: innovation et adaptation. Pour tenir, pour prouver au monde que le pays n'a besoin de personne. Nous avons des panneaux solaires qui couvrent la quasi-totalité des toits de l'usine, vous voyez. Ils peuvent produire jusqu'à 400 kW d'électricité. Notre usine peut fonctionner avec une puissance de 300 kW seulement. Ce qui veut dire qu'avec la seule électricité de nos panneaux solaires, nous pouvons faire tourner nos usines même dans un contexte de sanctions et de fermeture, sans aucun souci. Dans chaque secteur de l'industrie, Kim Jong-un a fait construire une usine modèle, comme cette usine de chaussures. Toutes ont une salle de contrôle informatisée, en lien direct avec les universités et les centres de recherche de la capitale. Ces usines devraient être ensuite répliquées dans le reste du pays. Le régime distribue les rôles. Tout est pensé, planifié, jusqu'au destin des hommes. Les jeunes Nord-Coréens voient leur vie se dessiner dès l'école primaire, en fonction de leurs aptitudes, de leurs origines familiales et des besoins du parti. C'est l'État qui choisit pour chacun un métier. Beaucoup sont envoyés gonfler les rangs de l'armée nord-coréenne et son million d'hommes. Le service militaire obligatoire dure 7 ans. Ceux qui réussissent à intégrer l'université Kim Il-sung, la plus prestigieuse du pays, en sont généralement exemptés. C'est ici que sont formés les ingénieurs, mais aussi les futurs économistes, banquiers, hommes d'affaires. La relève du bureau 39. Nos demandes pour rencontrer des officiels en charge du programme nucléaire et de la politique sont toutes restées sans réponse. Mais nous avons obtenu, juste avant de quitter la Corée du Nord, une entrevue à l'Académie des sciences sociales de Pyongyang, avec l'un des principaux économistes du régime, le professeur Ri Ki-song. Notre industrie de la défense est déjà bien développée. Comme la guerre qui nous oppose aux États-Unis est une guerre nucléaire, nous avons décidé de concentrer nos dépenses militaires principalement sur l'armement nucléaire afin de dissuader une intervention américaine, ce qui nous a permis d'investir plus d'argent dans le développement économique. La Corée du Nord n'aurait-elle pas intérêt à abandonner le développement des armes nucléaires et à ce que les sanctions des Nations Unies soient levées ? C'est un enjeu qui nécessite une compréhension profonde de l'histoire. Les États-Unis nous ont déclaré la guerre le 28 juin 1950. 3 jours après, en passant une loi sur le contrôle des exportations, ils ont bloqué toutes les exportations en provenance de Corée du Nord. La même année, en décembre, ils ont passé une loi pour nous désigner comme pays ennemi et nous empêcher tout commerce. Cela veut dire que même à l'époque où nous n'avions pas d'armes nucléaires, les États-Unis n'avaient de cesse que de nous suffoquer économiquement.
Il n'y a qu'en étant supérieurs aux Américains avec nos armes nucléaires que nous pouvons assurer un développement économique. Maintenant qu'ils ne peuvent plus nous menacer, même avec leurs armes, nous sommes enfin en mesure de procéder au développement économique sans inquiétude. Qu'est-ce que vous en pensez? La résurrection économique de la Corée du Nord est-elle un mirage? Un barreau d'honneur pour cacher à la population que les nouvelles vagues de sanctions menacent de mettre le pays à genoux. Les statistiques officielles sont invérifiables. Le peuple, nous ne pourrons ni l'approcher ni l'entendre, juste l'apercevoir. Traverser des campagnes où la famine des années 90 et ses 600 000 à 1 million de morts semblent avoir laissé place à des lendemains meilleurs. Des villes sans voiture, mais avec ici aussi de nouvelles couleurs. Une vie dure, mais déjà un peu moins dure qu'avant. De son enfance passée en partie sous une fausse identité en Suisse, Kim Jong-un a-t-il ramené des rêves de modernisation et d'ouverture? Fort de sa bombe nucléaire qui le protège hors des frontières, le jeune dictateur assoit son emprise dans le pays. Là où ses ancêtres érigeaient statues et palaces, lui se veut bâtisseur de patinoires, de bowling, de piscines, de musées d'histoire naturelle, de parcs d'attractions. Plus seulement pour les élites. La culture, le progrès scientifique et économique, opium d'un peuple qui a encore du mal à y croire, pour que cette troisième génération de dictature dure. Signe des temps ce soir, les couleurs de la Corée du Nord brillent pour la première fois dans la nuit désormais illuminée de Pyongyang et ses nouvelles tours. La Corée du Nord reçoit-elle de l'aide? La Russie et surtout la Chine sont régulièrement accusées de jouer un double jeu, de voter les sanctions des Nations Unies sans pour autant que le commerce ne cesse, parce qu'ils n'ont ni l'un ni l'autre intérêt à un effondrement du régime de Kim Jong-un. Le fonds secret de la Corée du Nord continue d'être alimenté grâce à une multitude de combines ingénieuses, jusque dans les endroits où on s'y attendrait le moins. Berlin, au cœur de l'Europe. Les autorités allemandes tentent depuis 2016 de faire fermer cette auberge de jeunesse, installée dans l'enceinte de l'ambassade de Corée du Nord. Depuis 2008, le loyer, 38 000 €, était versé chaque mois dans la caisse des Kim. L'Allemagne a fait annuler le bail, mais les propriétaires du City Hostel refusent de quitter les lieux. Savez-vous si le bureau 39 gagne de l'argent en France ou en Allemagne? En France ou en Allemagne, bien sûr. Dans ces pays, il n'y a pas de main-d'œuvre. La loi est trop puissante. Mais il y a de l'argent là-bas. Des fonds. On fait de l'achat et de la vente de biens immobiliers. Pour les louer et pour faire de la spéculation. Parce que dans ces pays-là, si on fait des affaires en montrant ouvertement que notre société est une entreprise nord-coréenne, on a tout de suite le droit à une enquête fiscale. On fait de la location d'appartements, personne ne sait qui est le propriétaire. On n'a plus qu'à récupérer les loyers. Connaissez-vous des noms d'entreprises? Je ne peux pas vous les donner, parce qu'au moment même où je vais les nommer, elles se retrouveront immédiatement sur la liste des sanctions. Bien sûr, la Corée du Nord est un mauvais État dictatorial. Mais ceux qui y sont dévoués, comme moi ou mes amis, voire les supérieurs hiérarchiques, ne font que leur travail. Peut-être que ce qu'ils font pour mener à bien leur mission est mauvais, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de code éthique entre nous. Gagnez-vous de l'argent aux États-Unis? Je n'ai pas vu de cas aux États-Unis. En revanche, on fait tout pour leur dérober de l'argent. Oui. Pour ça, nous avons une technique, le piratage informatique, avec des logiciels de rançon, par exemple.
La Corée du Nord va pirater les infrastructures industrielles ou informatiques des États-Unis. Nous n'avons pas les moyens d'analyser ces données, ni de les utiliser. On fait juste du piratage. Mais en échange de la promesse de ne pas partager ces données, on demande de l'argent. La Corée du Nord est une preneuse d'otages de données informatiques. On ne peut pas tout empêcher. Comment pouvez-vous stopper tous les Nord-Coréens? Il suffit d'une petite banque, dans un coin reculé de Chine. Si j'y ai un compte, je peux presque tout faire, n'est-ce pas? Je peux envoyer de l'argent partout dans le monde. Combien sont-ils ces hommes de l'ombre? Jusqu'où s'étend la toile qu'ils ont tissée? Quelle menace représentent-ils? Dans notre dernier rapport au Conseil de sécurité, nous avons apporté les preuves que des armes nord-coréennes et des programmes d'entraînement militaire clandestins étaient présents dans une douzaine de pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Au Mozambique, un des contrats que nous avons vus valait 6 millions de dollars. En Tanzanie, le contrat était d'un montant similaire en euros. Un peu plus, si je me souviens bien, peut-être 12 millions. Ils font ça uniquement pour l'argent. Le problème avec les missiles balistiques, c'est que cette technologie n'a pas été fournie à tous les pays qui la voulaient. Donc les Nord-Coréens ont comblé ce vide. Cette prolifération est très alarmante. Il y a eu notamment une installation nucléaire en Syrie qui a été mise sur pied avec l'aide des Nord-Coréens. Et ce genre d'opération est très préoccupante. Les Nord-Coréens ont aussi d'immenses stocks d'armes chimiques. Le destin de la Corée devait se jouer le 12 juin à Singapour. Ils s'enlisent dans l'incertitude et la surenchère nucléaire depuis l'annulation de la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un. 20 années se sont écoulées depuis que Lee Mil a fui le désert koweïtien où il construisait des immeubles. Il est à nouveau père de famille. Il a 2 fils à Séoul qui savent qu'ils ont une grande sœur, quelque part de l'autre côté de la frontière. Faut pas que tu rajoutes un peu d'huile? Non, sinon ça risque d'éclabousser partout. Avez-vous eu des nouvelles de votre famille depuis? Rien du tout. Je n'en ai pas eu. Je me dis, qu'est-ce qui a fait de moi une personne pareille? Si ce régime était normal, je ne serais jamais parti. Ce système erroné a façonné le choix terrible que j'ai fait. Pour ne jamais oublier leur famille et leur peuple qu'ils ont laissé derrière eux, les réfugiés se retrouvent une fois par mois dans une paroisse de Séoul. Orphelins de celui qui leur avait été imposé comme guide, beaucoup se tournent vers Dieu pour donner un sens à leur vie. Les hommes toujours aux ordres du dictateur, eux, continuent de bâtir en secret la survie du régime.